C'est reparti pour un tour. Avant de commencer, j'aimerais d'abord m'excuser d'avoir attendu aussi longtemps pour sortir cet avis à tiède. Je sais que beaucoup le voulaient celui-là, beaucoup l'attendaient, et j'ai fait durer tout simplement parce que j'étais ailleurs, je pouvais pas trop avoir le film, le voir et me faire ma propre opinion à ce moment-là. Donc j'ai essayé de rattraper ça au plus vite. Et ce qui est assez marrant avec ça, c'est que dans cette attente, j'ai pu avoir le retour de pas mal de personnes qui tenaient absolument à m'en faire part, que ce soit en commentaire de vidéos ou même sur Discord, par exemple, pour me faire savoir qu'apparemment c'était le meilleur de la pentalogie, ce cinquième volet. Ça passait mieux que le reste, une agréable surprise, ce qui m'a peut-être amené des attentes qui n'étaient pas forcément nécessaires, mais je dois vous avouer que vous avez toujours l'air de me surprendre parce que je suis pas du tout de votre avis, hein. Alors, meilleur que le film précédent, oui. Oui, il n'y a pas photo, mais bon, c'est pas un gros cran à surmonter, hein, si je peux me permettre, mais je vais être assez honnête, je trouve que les films un et 2 restent plus satisfaisants. En tant que cas, en termes d'écriture, hein, parce que il y a un truc sur lequel je vais un tout petit peu me pencher pour commencer, histoire d'être bien juste. En termes de direction artistique, c'est de loin le plus réussi du lot. Mais vraiment, hein, on se centre vraiment sur le Pays des Merveilles durant un gros morceau de ce film. C'est pas juste un délire d'intro et puis on s'en bat les couilles. Non, 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 on passe beaucoup de temps sur le Pays des Merveilles et sur l'environnement du truc. Il y a pas mal de recherches, de références qui passent nickel. Même les effets spéciaux sont bien rendus. C'était visuellement un spectacle tout à fait sympathique à suivre. Pas l'un des plus beaux films jamais faits, mais par rapport au reste de la franchise, c'est clairement un bon cran au-dessus. Et c'est vraiment le truc qui était assez frustrant dans le premier, enfin dans le précédent, c'est-à-dire qu'il y avait cet aperçu du Pays des Merveilles qui était assez cool, et on passe pas de temps dessus en fait. Là, on ose vraiment pointer tous les détails de cet endroit et c'est un gros plus. Les costumes aussi sont majoritairement bien rendus, surtout par rapport au nombre important de personnages qu'on met en avant, ce qui est plutôt un point négatif, mais on en parlera dans pas longtemps. C'est quand même très louable, très notable ce travail à grande échelle pour que ça renvoie quelque chose de visuellement plaisant comme ça. Et on comprend le temps d'attente entre les deux films par rapport à ça. Ça a pris plus de 2 ans, 3 ans, un truc comme ça, pour sortir après le quatrième volet. Alors, sans mauvais jeu de mots comme dans ce film, chapeau pour ça. Du point de vue de la technique, j'ai quasiment rien à redire. Il y a tout le reste qui va être problématique, mais du point de vue de la technique, il n'y a rien à redire. Bon, puisqu'on est là-dessus, ouais, les chansons, je les ai trouvées sympathiques, deux, trois qui se retiennent. Il y a toujours ce problème de pas mal de numéros musicaux qui sont mis en scène comme on a un dialogue entre nous, mais on le chante stupidement. C'est pas aussi grossier, je trouve, que le quatrième film, mais c'est quand même pas mal à cet égard-là. Mais sinon, ouais, c'était pas affreux du tout, musicalement non plus, donc voilà, sur la forme, pas grand-chose à dire. Donc le fond. Alors, on va suivre donc Chloé et Red, nos deux héroïnes du film précédent, dans le monde qu'elles ont changé en remontant le temps. Et alors, je tiens quand même à saluer un petit peu l'effort de ce film-là, d'essayer de faire de son mieux pour ne pas aller à l'encontre de tas de trucs qui ont été montrés dans le film précédent. Ils ont essayé de faire de leur mieux pour pas devenir incohérents. Ça veut pas dire qu'ils y sont arrivés à 100%, mais ouais, à cause de ça, ils se sont retrouvés forcés de créer du gros retcon de trucs qui sortent de nulle part pour amener le conflit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les changements en fait qu'on a? Eh ben, il y a toujours l'université d'Oradon sur laquelle on va pas se centrer des masses, et nos deux héroïnes qui s'y rendent. Mais en plus de ça, bah maintenant, la reine de cœur, elle est gentille, elle n'a jamais été une méchante. De fait, elle est considérée comme une fille d'héroïne. Et elle a une sœur, Red, qui s'appelle Pink.
On va jouer un peu sur elle, je trouve vraiment que c'était un peu superflu, mais à nouveau, on en parlera dans pas très longtemps. Et donc, on va avoir nos deux héroïnes qui vont avoir un petit peu de mal à se faire leur vie avec les petits changements qui se font parce que c'est un nouvel environnement pour Red. Et pour Chloé, c'est juste sa mère qui est un peu plus stricte qu'elle l'était dans la première timeline. Et pourquoi, je sais pas trop, hein. Honnêtement, je trouve que ça sort de nulle part cette merde. Mais bon, on le justifie pas particulièrement en plus. Mais voilà, c'est juste des éléments auxquels il faut se faire. Rien de très grave qui chamboule grandement leur vie, à part un détail. Le détail, c'est que en revenant dans le présent à la fin de leur film, elles ont été aperçues par quelqu'un, ce qui n'a pas du tout été montré dans le film précédent, ce qui est vraiment témoin du fait que c'est écrit au fur et à mesure et qu'on ne réfléchit pas à la chose. Et c'est ça le problème principal qui se ressent dans cette nouvelle duologie, future trilogie, parce que c'est clair et net qui prévoit un troisième film là-dessus, c'est que euh, ce détail de la personne qui les a observés et dont la vie va être totalement chamboulée, c'est le chapelier fou. Chapelier fou qu'on n'a jamais appuyé, comme ayant été à cette université de Merlin à l'époque, mais qui maintenant existait à l'époque et qui a été complètement chamboulé par cette vision au point de devenir omnubilé par le fait de trouver la montre qu'il a vue. Montre que de base il est censé avoir créée dans le futur, mais qui existe encore, même s'il l'aura pas inventé. Vous voyez ce genre de conneries, quoi. La logique temporelle, c'est vraiment très limité là-dessus. Mais ouais, donc on a une nouvelle ligne temporelle où le chapelier fou est complètement taré, parce que là au moins c'est correct avec le principe du personnage sur le fait de vouloir trouver cette monstre. Ça l'a tellement chamboulé qu'il est devenu méchant et que c'est lui le grand ennemi de cette histoire. Parce qu'il a vu deux filles disparaître avec un truc, ça l'a complètement c'est foutu en l'air. Ça n'a pas changé le fait qu'il a fini par avoir un enfant, parce que c'est un truc qu'on appuie bien, il a toujours eu un enfant, même s'il l'a jamais eu dans le film précédent. C'est du redcon sur redcon ce film, c'est clair et net. Et ben, il a quand même eu un enfant, alors qu'il a été complètement chamboulé par ce truc-là, qui a grandi exactement de la même façon. D'ailleurs, le fait que la méchante reine ait deux filles maintenant au lieu d'une, mais que l'une soit exactement identique à celle qu'elle a eue la première fois, c'est quand même du gros coup de chat. Je dis ça comme ça parce que sa vie a été complètement chamboulée avec le changement que nos deux héroïnes ont fait. Et c'est ça qui fait que j'ai du mal à m'attacher à cette espèce de drame qu'on essaye de faire autour de l'un comme de l'autre, que ce soit donc Bridget dans le film précédent et le chapelier fou dans ce film. C'est juste un petit truc à le con qui leur tombe dessus, et tout d'un coup, ça vire du bien au mauvais comme ça. Genre Bridget, c'est la pureté incarnée, la gentillesse incroyable, et il suffit juste d'une mauvaise expérience pour qu'elle vire totalement à 180 degrés. Et ben c'est pareil pour Chapelier Fou, en pire, j'ai envie de dire, c'est juste un truc qui lui est tombé dessus, qu'il n'a pas su s'expliquer, et maintenant, c'est un putain de méchant taré. Alors que c'était pas du tout le cas dans le film précédent. Et aussi truc que je tiens à dire, on a plusieurs fois repris mes paroles comme quoi ce gars-là c'est censé être le fils du chapelier fou. Non, c'est bien le chapelier fou, puisqu'il a un fils là, ce coup-ci. Donc, vraiment un gros... À ceux qui ont essayé de me reprendre en disant ah, je te jure c'est pas comme ça, si c'est exactement comme ça. Il n'y a absolument rien qui vient contredire un seul des trucs que j'ai dit dans ma critique du film précédent. Hein. Mais ouais, c'est juste pour dire que c'est ça ce qui va mettre en place ce désir de retrouver ce pendule à voyager dans le temps qu'il avait lui-même créé de base, mais pas cette fois, afin que nos héros se retrouvent à lutter contre lui lorsqu'il prendra en otage la reine de cœur. Pourquoi Parce que les adultes doivent être des débiles incompétents. Mais vraiment, hein, il y a tout un passage où on vient les voir en disant hey, vous faites quoi pour sauver ma mère écoute, il y a le conseil qui va deviser, en attendant, faites rien. Et donc en attendant, bah, on va laisser le gars diriger le coin sans préparer de force pour attaquer. Et donc ça justifiera le fait qu'il va y avoir un petit groupe qui va se former pour aller le combattre auprès de nos jeunes. Voilà. C'est ça, les adultes sont des blaireaux incompétents. Merci. Et il y a un truc qui m'a particulièrement irrité par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, vers la moitié du film, quelque chose comme ça, il y a Ella, Cendrillon,
qui se souvient, après avoir appris que sa fille et d'autres sont partis à la rescousse de son ami, qu'elle a un miroir qui permet directement de passer de son château au château de Bridget. Ce qui est quand même pratique, hein, si on veut faire une petite attaque, un petit assaut un peu calculé. Non, non, elle s'y rend toute seule avec sa bite et son couteau, si j'ose dire. Enfin, avec sa bite et son balai. Et elle fait rien, quoi. Elle se fait juste capturer avec Bridget. Et après, c'est détruit. Vous aviez l'outil parfait pour faire une attaque surprise, pour arriver à battre ce gars qui, on le verrait à la fin, est pas si compliqué que ça à combattre dès lors qu'on est directement face à lui. Mais vous l'utilisez pas, vous êtes des gros blaireaux. C'est tellement de la merde la façon dont vous forcez le fait que les héros principaux doivent être ces jeunes et les autorités compétentes sont des merdes. Au moins, dans les 4 premiers films, cet élément-là était moins amené avec le cul. Enfin bref, voilà, ça c'est un gros point noir pour moi. Bref, j'ai pas parlé de notre groupe, hein, notre petit groupe de quelques personnes, et c'est un euphémisme, et qui va partir à l'assaut du Pays des Merveilles pour sauver Bridget. Parce qu'à nous, de ce qu'on voit, elle aperçoit à part une armée de 12-16 Pékins qui sont vite endormir, et merci, au revoir. Sérieusement, merde. Et donc, ouais, on va avoir donc Chloé et Max, évidemment. Sa sœur Pink, qui va se taper l'incruste. Alors, 2 fils de héros. Robbie des Bois et Luis Madrigal. On va jouer sur Encanto, ok. Luis qui est le fils de Luisa Madrigal. Donc une fois de plus, on cherche pas pour les prénoms de nos enfants, hein. C'est bien. Et qui a le même pouvoir que sa mère alors que ça devrait changer à chaque fois. Mais bon, c'est un détail, ça c'est un détail. Il va y avoir en plus de ça pas mal d'enfants de méchants, dont Max, le fils du chapelier fou sur lequel on va pas mal jouer, qui est genre un peu ténébreux, et qui a un peu de mal avec le fait d'être mal considéré puisque son père est vu comme le plus grand méchant du monde ou quoi que ce soit. C'est n'importe quoi, tout devient le plus grand méchant du monde dès lors que on l'introduit, c'est ridicule. On n'a jamais parlé du Pays des Merveilles dans la trilogie de départ, mais lorsqu'on en parle dans le 4e film, waouh, la plus grande méchante qui soit, la reine de cœur. Tout d'un coup, il y a un petit changement dans la vie du chapelier fou dans le passé, paf, ça devient le plus grand méchant, Doradon, je sais pas quoi, mais niquez-vous, quoi, niquez-vous. Bref. Ok, donc il y a Max, le fils du chapelier fou. Une seconde, j'ai pris les noms parce que je les ai pas tous par cœur, évidemment. Il y a la fille de Crochet. Ça s'appelle... J'ai rien à foutre de celle-là. Oui, on avait déjà vu le fils du capitaine Crochet. Maintenant, il a une sœur, sortie de nulle part. Ça sert absolument à rien. Elle va juste servir à diriger les jumeaux. Fils de Mouche. Alors, il me semble que c'est les mêmes jumeaux qu'on voit dans le 3e film. Qui ont grandi. Je pense, je crois... Ça me surprendrait pas que vous ayez oublié cette merde-là, mais on va dire ça. Ok, donc lui, au moins, c'est logique. Même si c'est juste des larbins débiles qui servent à rien, mais bon, au moins, ils sont là. Il y a Félix Facilier. Donc, Facilier avait un fils en plus d'une fille. Ça sort de nulle part, ça aussi, hein. J'ai jamais entendu parler de lui avant. Et je crois que j'en ai oublié, hein, c'est vous dire à quel point je me perds là-dedans. Enfin bref, quoi. Tout ce monde, ça fait un beau petit lot, un beau petit groupe qui suit ça, et c'est beaucoup, beaucoup trop. Il y en a qui sont tellement mis au second plan que c'est des grosses blagues, mais insultantes. À un moment donné dans l'histoire, va y avoir 3 d'entre eux qui vont être rapetissés et complètement paumés. Et notre groupe va juste se dire... Oh, quand on les retrouvera, on les sauvera, on s'en fout pour l'instant. C'est plus ou moins ça, l'état d'esprit. C'est tellement, vous avez trop de personnages à gérer, et c'est beaucoup trop bondé pour ça, quoi. C'était quoi ce délire d'en faire autant? C'est ridicule. Il y en a que 5 qui sont vraiment importants, qui auraient mérité à être vraiment mis en avant. Le reste, on s'en bat les couilles. Les 5 en question, ce sera Chloé Red, évidemment. J'ai reparlé pas mal de Chloé, donc sa sœur Pink, sur laquelle on essaie de jouer un peu, je peux le comprendre vaguement. Je trouve que ça aurait mérité d'être
plus développé, mais bon, ok. Max, le fils du chapelier fou, évidemment, il a un rôle important. Et Luis Madrigal. On essaye de créer une petite romance entre lui et Red, que j'ai trouvé pas trop mal, c'était plutôt mignonnet. Sans être sensationnel, mais bon, hein, c'est déjà ça. Ces cinq-là, ça me va. Limite, vous pouvez rajouter un autre enfant méchant pour que Max se sente moins seul, à cet égard-là, mais dans un sens, le fait qu'il se sente seul, ça fait partie du personnage, c'est un truc sur lequel vous auriez plus d'avantage jouer, justement par le fait qu'il ait personne pour l'épauler. Vraiment, donc cette partie-là, je trouve que c'est... voilà, c'est tous ces trucs rajoutés, surtout la fille de Crochet, je la trouve imbuvable, insupportable. Franchement, c'est surtout qu'en plus, il y avait déjà un fils Crochet, merde, enfin bref. Tous ces personnages-là, c'est vraiment de trop dans un film d'1 h 30 qui ne peut pas se permettre d'avoir autant de trucs mis en avant, je suis désolé. Les 2 tiers des développements importants qu'on essaie de créer ne sont pas dégueulasses sur le papier du tout pour moi, mais il manque beaucoup trop de temps pour avoir un poids particulier, ce qui fait que j'ai pas été autant pris dedans que ça, par rapport notamment à Max. Je trouve qu'il y a un moment qui est intéressant autour de sa psyché sur la fin, mais il y a 2 moments de virement de sa part et qui sont beaucoup trop rushés pour que ce soit vraiment satisfaisant à suivre. Surtout autour d'un objet sur lequel je vais pas trop me pencher tout de suite, je vous garde la surprise lorsque je ferai la critique d'Istéphile, mais il y a un objet qui s'appelle l'Auriculus, c'est comme, je sais plus si j'ai bien écrit ou quoi que ce soit, qui a un pouvoir de vision magique complètement inconsistant. Mais c'est vraiment du ta gueule, c'est magique, puissance 1000 ce truc-là, pour amener votre truc comme vous l'entendez. Pour le chapelier fou, il marche d'une certaine façon très nébuleuse, et pour son fils, ça marche de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus pratique, pour forcer un petit peu le développement comme vous l'entendez. Et ça fait partie des grossièretés d'écriture bien grasses de cet épisode. Mais le plus irritant, c'est de loin la gestion de Chloé. Écoutez, la Chloé plate du film précédent, elle m'a laissé aucun impact à part un petit peu visuel, mais là, je préfère 100 fois la Chloé plate du 4e film que la Chloé géniarde et chieuse de ce 5e volet. Parce que vraiment, du genre à se plaindre ouin dès lors que les choses vont pas comme elle l'entend, dès lors qu'elle est un petit peu mise à part, ce qui amène cette dispute super irritante et grossière, du même niveau que celle, je sais pas si vous vous souvenez, entre Mal et les autres vers la fin du 3e film qui m'a cassé les couilles, c'est à peu près ce même niveau-là entre elles pour forcer une espèce de retournement sur le personnage pas mérité, mis en scène, mais vraiment se foutre de ma gueule, quoi. Ça, je suis désolé, je peux pas, quoi. C'est le truc le plus grossier, le plus lourd de ce film de loin. La gestion de Chloé est nulle à chier. Et ça se sent clairement que vous saviez tellement pas quoi faire du personnage, tellement il vous inspirait peu, que vous avez forcé du conflit de merde comme ça. C'est exactement ça. Donc ouais. Et le truc avec tout ça, avec cette histoire qui, je dois avouer, est quand même plus satisfaisante dans les grandes lignes. À nouveau, je pense que je me pencherai un petit peu là-dessus que le film précédent, parce que au moins ça se tient à un fil un petit peu amené, même s'il est un peu grossier, même s'il y a des trucs qui tiennent pas bien. C'est que on essaye vraiment de mettre en place de façon un petit peu beaucoup trop fourrée, quoi, pas mal de personnages, une nouvelle génération vraiment totalement, en laissant ce coup-ci totalement de côté la génération précédente. Je veux dire, on joue sur Ella et Bridget de façon, on va dire, vaguement acceptable, même s'il faut avaler le fait que ce sont juste de grosses victimes qui assistent à pas grand-chose. Mais quid des anciens personnages? Ceux de la première trilogie qu'on avait à peine vus dans le film précédent, c'est-à-dire il y avait que Uma et Marraine la Bonne Fée dans le film précédent qui réapparaissaient. Et Uma, c'était censé quand même être la nouvelle directrice de l'école, celle qui gère un petit peu, qui essaye d'être là pour les élèves, nouvelle figure d'autorité, de sagesse, à un certain degré, à son niveau, à sa façon. Si vous aimez Uma, vous pouvez aller vous faire foutre. Elle apparaît pas une seule seconde, on la cite 2-3 fois, mais rien à branler. Et le seul restant
de lore, de perso qu'on a de la trilogie originale. C'est cette putain de Marine la Bonne Fée et sa putain de catchphrase qui commence à me casser les putains de couilles. Bibidi babidi va te faire enculer. Sérieusement, c'est quoi votre truc? Vous aviez personne d'autre? C'était le seul truc que vous pouviez mettre en avant. Elle. Il y a une affaire d'enlèvement de reine. De reine. Vous n'êtes pas foutu de faire appel à des autorités compétentes et de reprendre des personnages qui seraient impliqués là-dedans. Je ne demande pas forcément Mal et Ben qui sont je sais pas où, mais Uma un petit peu l'impliqué et peut-être d'autres personnages un petit peu plus anciens de la trilogie précédente qui essaieraient un petit peu de se ranger là-dedans. Non, rien à foutre. On emmerde tellement la génération précédente qu'on crée des doublons dans cette nouvelle génération autour de noms déjà connus. Donc il y a un facilier, un crochet, parce que merde, qui servent à rien en plus, putain. C'est... Cette gestion des personnages, je trouve que c'est un foutage de gueule. Et oui, il y a beaucoup de trucs qui sont beaucoup trop grossiers pour être pardonnés. À nouveau, c'est mieux que le précédent, parce que le précédent, c'était de la merde qui jouait avec le principe de voyage dans le temps, avec le cul. Là, ça essaye de faire quelque chose de moins exubérant et de bien filer un seul truc, même s'il y a pas mal de sous-intrigues autour, c'est vraiment un seul truc central, ce qui fait que ça passe mieux, mais ça n'en demeure pas moins une intrigue mal ficelée, avec des dialogues souvent aux fraises, des développements qui sont beaucoup trop rapides et des fois forcés, vraiment forcés. C'était pas bien, c'était très médiocre. Je pense que je lui préfère toujours les films 1 et 2 qui sont eux aussi très médiocres. Mais c'est vraiment sur le plan de l'intrigue. Je pense quand même que la direction artistique élève ça un petit peu, quoi. Je mettrais ça, je pense, à vue de nez au même niveau que le premier film. Mais voilà, le second reste le meilleur. Hein. 8,5, ça reste la note maximum que je donne à cette franchise. Mais vous aurez le détail dans un futur Disney Film, pas avant l'année prochaine. Je sais pas comment je vais m'organiser. Si Axel tient à faire le truc, on le fera à deux, ça me dérangerait pas. Franchement, c'est pas non plus un truc qui crie à faut faire un crossover à fond pour moi, mais si vous le voulez, je peux le faire. Hein. C'est pas non plus quelque chose que je rejette. En tout cas, ouais, c'était mauvais. Donc, si vous voulez du sel pour cette franchise et que ça continue, vous en aurez, rassurez-vous, hein. Et il y en aura un autre, hein, parce que ça se termine à nouveau sur le coup très typique du «Vous croyez que ce serait la fin?» Eh ben non. Donc, voilà, on nous fait un espèce de petit mystère autour d'un personnage narrateur relativement omniscient, on va dire. Je ne sais pas exactement ses intentions, le chat de Cheshire. J'ai un petit peu... Faudra voir un peu ce qu'il va faire par la suite pour voir si ça tient la route, ce truc ou pas. Mais voilà, il n'a jamais été appuyé dans le film précédent. Maintenant, il est très important. Ok. Bon, je vous remercie. Je tiens à rappeler que ce mois d'août sera moins fourni que d'habitude parce que je suis pris avec mes proches et je n'ai pas le temps de bosser autant sur mes vidéos. Là, je vais aller en camping dans pas longtemps et donc je ne vais pas vraiment être très dispo, mais il y a quand même pas mal de vidéos typiques que vous aurez, rassurez-vous. Je pense que vous allez bien aimer les prochaines. En attendant, à bientôt pour de futures vidéos. Bye!